les élèves, bonjour. Il est l'heure de partir du lycée, mais il est aussi l'heure de réviser son devoir de vendredi sur ce thème de géographie, territoire, population et développement. L'heure aussi d'enlever son masque pour que vous me compreniez mieux. Donc ce cours, on a vu sur la forme ce qu'il fallait faire. Donc il faut mobiliser des cartes, mobiliser des documents statistiques pour essayer de répondre à vos questions, et vous devez montrer que vous savez à la fois répondre correctement à une question, mais également mobiliser correctement les chiffres. Ça, c'est la forme de ce qui vous sera demandé. Maintenant, sur le fond, on va faire un petit tuto pour voir qu'est-ce qu'on avait à savoir dans ce chapitre sur territoire, population et développement. Dans le premier point, on a vu la notion de développement. La notion de développement, c'est relativement simple. La notion de développement, elle cherche à estimer le niveau de vie, la qualité de vie dans un pays. Pour cela, il y a un indicateur qui a été prévu. C'est l'IDH, l'indice de développement humain. Il a été créé par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, et cet indicateur qui se trouve entre 0 et 1, 0 pas développé, 1 très développé, il prend en compte 3 données. L'éducation, mesurée par le nombre d'années de scolarisation, la santé, mesurée par l'espérance de vie, et la richesse, mesurée par le PIB par habitant. Donc, cette définition de l'IDH nous permet de faire différentes catégories de pays. On distingue les pays développés, qui ont un IDH supérieur à 0,80, 0,9, les pays en voie de développement, entre 0,6 et 0,8, et en dessous, on a les pays les moins avancés. Ça nous permet de faire une carte mondiale du développement, avec les pays développés qui se trouvent principalement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie de l'Est et en Océanie. Les pays en développement, c'est le reste du monde, et les pays les moins avancés, c'est les pays d'Afrique, mais également certains pays comme l'Afghanistan ou Haïti. Il existe donc de fortes inégalités de développement à l'échelle mondiale, et il y a pour cela des acteurs qui vont jouer un rôle dans le développement. Alors, ces acteurs, il y en a différents acteurs. Il y a les États. Donc les États, ils vont essayer de développer des infrastructures, des actions dans le domaine de l'éducation, de la santé, pour améliorer leurs conditions de vie. Il y a également les organisations internationales, comme l'ONU, qui au travers de ces programmes vont intervenir surtout dans les pays en développement, ou alors le FMI, la Banque mondiale, qui vont faire des prêts pour les pays en développement. Donc ces organisations internationales, elles interviennent également dans le développement. Et enfin, il y a les organisations non gouvernementales qui peuvent intervenir dans une situation d'aide ou dans une situation d'urgence pour le développement. Donc ça, c'est les 3 types d'acteurs. Ensuite, il y a différents modèles de développement. Pour passer d'un stade de pays peu développé à un stade de pays développé, il y a différents modèles. Donc, il y a le modèle qu'on appelle le modèle extraverti. C'est des pays qui vont accueillir des investissements étrangers en masse et qui vont s'ouvrir aux importations et aux exportations. Ils espèrent, ces pays, capter des investissements étrangers pour qu'il y ait des industries qui s'installent chez eux, et grâce à ces industries, ils vont industrialiser leur pays tout doucement, dégager des revenus et s'enrichir progressivement. C'est le modèle des pays asiatiques, principalement des pays qui font des zones franches, la Chine qui a développé ces zones littorales comme ça, et nous on a vu en cours le Vietnam qui a connu un extraordinaire développement, un développement extraverti. L'autre modèle de développement qui était en vogue dans les années 70-80, c'est le modèle de développement auto-centré. Il s'agit là pour un État de se développer sur ses propres ressources, en faisant des productions qui se substituent aux importations. Donc l'État, il ne veut plus importer, il veut produire ce qu'il importe, et il va développer en faisant des gros investissements d'État et en bloquant les importations et les exportations au maximum pour développer ses propres acteurs. Ce modèle de développement autocentré, il est proche du communisme. Il a été abandonné dans les années 80-90, bien qu'il y ait certains pays qui, sur un modèle de développement autocentré, l'Inde par exemple, a développé son agriculture sur un modèle de développement autocentré, a réussi. Donc voilà pour les deux modèles, les deux grands types de modèles de développement. Alors dans le monde, il y a néanmoins au niveau du développement une certaine forme de rattrapage. Les pays en développement, et notamment les BRICS, qu'on appelle les émergents, ont une hausse de leur IDH qui est supérieure à la hausse des IDH des pays développés. Il y a donc un nombre de populations très important qui se développe dans le monde, avec la création d'une classe moyenne en Chine et même en Inde. Et donc on peut être du point de vue du développement relativement optimiste. Les conditions de vie d'une majorité de la population de la planète s'améliorent, et cela, ça implique des conséquences d'un point de vue démographique. C'est ce qu'on verra dans le second point de ce cours. Et
le deuxième chapitre portait sur la démographie. La démographie, c'est quoi? C'est l'étude des populations dans un pays ou alors dans le monde. C'est l'étude de la population et de son évolution. On va étudier les problèmes du nombre et du vieillissement et on va essayer de voir combien on sera sur Terre plus tard et est-ce qu'il y aura différentes trajectoires populatoires, ou donc autrement dit des trajectoires démographiques. On va noter déjà que il y a un concept, quelque chose qui est relativement simple à admettre. C'est que la natalité et la mortalité sont liées au niveau de développement. Plus un pays est développé, plus sa natalité est faible. Plus un pays est développé, plus sa mortalité est faible. Pourquoi? Parce que dans un pays développé, on vit longtemps et on ne fait pas beaucoup d'enfants. C'est l'inverse dans un pays qui est peu développé. Dans un pays peu développé, la natalité est forte, pour différentes raisons, et la mortalité est également forte. La natalité est forte parce qu'il n'y a pas de moyens de contraception, parce que les gens font beaucoup d'enfants, parce que les enfants servent à travailler, c'est une forme de revenu, c'est une forme d'assurance sur le futur, et c'est également une question de tradition et de structure familiale qui sont restées plus importantes que dans les pays développés. Également, dans les pays en développement, la mortalité est forte. Pourquoi? Parce que la médication est faible, les hôpitaux sont moins présents, mais surtout, le plus important, c'est que l'alimentation et les conditions de vie sont moins bonnes. Donc si l'alimentation et les conditions de vie sont moins bonnes, la population vit moins longtemps, c'est relativement mécanique. Donc il y a des différences de structure de population entre les pays développés et les pays en développement. Les pays en développement ont des populations plutôt jeunes, alors que les pays développés ont des populations vieilles. Cela s'explique très bien. Ensuite, il faut parler du concept de transition démographique. La transition démographique est un concept qui décrit l'évolution de la population d'un pays selon ses niveaux de développement. N'achetez pas, il préférait le crottin de mouton. À ce propos, revenons à nos agneaux. En effet, dans un premier temps, les pays sont peu développés. Ils ont une mortalité et une natalité élevée, comme on vient de le dire. Mais cette mortalité va progressivement chuter. Donc la France, on a vécu cette situation, par exemple, à la fin du 19e siècle. Apparition des vaccins, meilleure alimentation, augmentation du niveau de vie, bref, la mortalité baisse. Mais dans un premier temps, la natalité ne baisse pas. Par conséquent, il se crée un différentiel important. La natalité reste élevée et la mortalité baisse. Du coup, il y a un accroissement naturel, parce que l'accroissement naturel, je vous rappelle, c'est natalité moins mortalité. L'accroissement naturel est donc très supérieur à zéro. Cela crée un dividende de population, un accroissement naturel qui est relativement fort, et par conséquent, la population augmente très fortement. C'est le cas des pays en développement qui voient leur situation économique et des conditions de vie s'améliorer. Et seulement dans un deuxième temps, la natalité va baisser. La natalité va baisser progressivement jusqu'à rejoindre la mortalité qui est basse, et dans ce cas-là, les pays ont une démographie qu'on appelle maîtrisée, c'est-à-dire qu'ils sont à un stade de développement. Donc tous les pays développés ont atteint ce stade-là. Les pays ont donc sur cette échelle de la transition démographique des places différentes qu'il convient de situer à partir des données que vous pouvez avoir dans les documents. Un pays qui a une natalité élevée n'a forcément pas terminé cette transition démographique. La transition démographique implique de grands changements. Le premier changement qu'implique cette transition démographique, c'est qu'il y a un vieillissement des populations. Les pays développés, face à ce vieillissement des populations, ont un gros défi. Comment financer ces retraites? Comment financer les systèmes de santé? Alors, il y a différentes solutions qui sont appliquées. Alors, on peut avoir des solutions purement économiques, on augmente la durée de cotisation des retraites, on prélève plus d'impôts. Mais la politique qui est en général entamée, c'est la mise en place de politiques natalistes. C'est-à-dire on va encourager les gens à faire des enfants pour ne pas avoir une seuil de natalité trop bas. Pour cela, on met en place des allocations familiales, des crèches, des écoles maternelles. On va donner des primes pour les gens qui ont des enfants. Alors en France, on a un système qui est très développé par rapport à ça, et on a un taux de natalité qui n'a pas trop diminué. On est environ à 2 enfants par femme. On rappelle que le taux de natalité se mesure par le nombre d'enfants nés dans l'année pour 1000 habitants, mais on peut également le mesurer avec la fécondité, qui est le nombre d'enfants moyens dans le pays par femme. Alors, ça c'est pour les pays développés. Pour les pays en développement, le défi est relativement différent. Il s'agit de contrôler et de maîtriser la hausse de la population. Et là, le défi, c'est de faire en sorte que la natalité baisse plus vite. Alors, il y a des politiques qui sont mises en place, comme la politique de l'enfant unique en Chine, qui est restée très célèbre, pour essayer de ne pas avoir un surplus de population qui soit ingérable. Et donc, du coup, on va mettre des politiques d'encouragement à la contraception, même de stérilisation. Donc, c'est le cas de l'Inde, par exemple, dans lequel un certain nombre de femmes ont été stérilisées, ce qui a entraîné des graves soucis.
comme par exemple des plaintes, des rejets de la part des personnes qui ont dû être stérilisées, mais dans lesquelles les personnes qui ne voulaient pas avoir d'enfants, qui voulaient avoir des enfants. Et ça va également créer des problèmes, comme en Inde par exemple, où on va tuer les filles à la naissance dans certaines familles parce qu'on préfère avoir un garçon. Donc voilà les problèmes qui sont créés par ces politiques antinatalistes par contre, et donc qui ne sont créés pour limiter le dividende populatoire, donc cette surplus de population. Donc voilà pour ce chapitre. Vous aurez compris que développement et démographie sont intimement liés, parce que le niveau de développement décide un peu de la politique démographique du pays et de sa situation démographique propre. Donc voilà pour ce cours. Vous avez tout pour réviser pour vendredi. Reprenez bien les mots-clés et on se retrouve pour ce devoir. Merci pour ce tuto et à bientôt. Il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille au pays de Castille.